Tout d'abord, une question récurrente pour l'émission, dans le cadre de l'étrange festival, ça serait de nous donner ta définition au premier ou au 10 millième degré du terme étrange. Écoute, pour moi, l'étrange, c'est ce qui se situe à la lisière du regard. C'est-à-dire les choses qu'on n'a pas l'habitude de fixer des yeux, mais qui sont là. Et lorsqu'on tombe dessus, un peu par accident, ça nous semble étrange. C'est-à-dire c'est à la fois connu, parce que notre œil l'a toujours capté, et en même temps, comme on ne l'a jamais regardé de face, il y a une sensation d'étrangeté. Donc ça, c'est ce que Freud disait de ce qu'il appelait l'inquiétante étrangeté, qui est une notion absolument centrale pour tout ce qui touche au cinéma d'horreur, mais pas seulement le cinéma d'horreur, aussi tous les films qui justement jouent avec ces zones qui sont à la lisière de notre conscience. Donc l'étrange, pour moi, il se situe là, à la lisière. Beats, c'est un hebdomadaire fait pour Arte Créative qui traite de la mutation de la culture pop, ou ce qu'on appelle parfois la culture geek. À l'origine, Arte voulait un magazine de culture geek, et lorsque j'ai commencé à travailler dessus, j'ai un peu tiré vers une autre définition du magazine qui était: on ne va pas parler de la culture geek, on va parler de la façon avec laquelle elle mute et comment elle vient à la fois de la culture générale et comment elle nourrit à son tour la culture générale. L'idée d'origine du magazine était de désenclaver des deux côtés, parce qu'on a toujours eu une vision très très étroite de ce qu'on appelle la culture geek, et moi je voulais un petit peu faire sauter ces barrières. Donc c'est un magazine qui ne traite pas spécifiquement ni de cinéma, ni de jeux vidéo, ni d'informatique, ni d'internet, ni de toutes ces choses-là, mais qui tente d'avoir un regard transversal, pour montrer que tout ça c'est un bouillon de culture qui a sa propre cohérence en fait. And it wasn't the future that we were expecting, and we didn't understand it. So I think that culturally we decided to march upon the spot. We decided to just reiterate and repeat the culture that we were familiar with from the 20th century. We have not had a counterculture since. In fact, it could be argued we haven't had any real culture at all since that point. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alan Moore sur le fait que la pop culture est en train de mourir, parce qu'il se base, quand il dit ça, sur un ensemble de la pop culture qui est déjà très ancien et qui est logiquement en fin de vie. Ce à quoi Alan Moore pense principalement, c'est les super-héros, auxquels lui a donné le meilleur de lui-même et dont il voit les dérives actuelles où c'est devenu de la viande congelée en package dans les supermarchés, basiquement, quoi. Il n'y a plus rien ni de contre-culturel, ni juste d'excitant dans ce domaine. Mais ces super-héros-là, ils datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Le fait qu'on réutilise encore, bien sûr. Encore des... Tout à fait. Alors, pour ça, je suis d'accord avec lui. Effectivement, c'est fatigant de voir que depuis les années 90, il y a eu une espèce de blocage que lui a très bien expliqué par rapport à l'arrivée d'Internet. Hein. C'est Alan Moore qui, dans mon souvenir, avait dit ça. Il disait que les gens ont réalisé l'ampleur de ce qu'ils ignoraient avec Internet. C'est-à-dire que les gros nerds, les gros geeks, ça faisait des années qu'ils baignaient dans un océan d'informations, et il n'y a aucun endroit au monde où ils sont plus à l'aise que ça, au milieu de l'information en pagaille. Et Internet, c'est un déluge d'informations non-stop. Mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, ça a été flippant. Tout d'un coup, on s'est dit, mais non, mais je peux pas, je vais me noyer là-dedans. Je vais rester sur ce que je connais déjà et m'y agripper d'une certaine façon. Et donc, à la fois Internet et la numérisation culturelle a créé cette jonction qui fait qu'effectivement, on se retrouve à réutiliser en boucle les mêmes tropes culturels. Mais ça c'est effectivement, si on regarde que ça, on se dit c'est en train de mourir. Mais il faut voir que, toujours comme d'habitude, à la lisière, il y a des tas de choses qui se produisent, il y a des tas d'accidents qui naissent. Et ces accidents-là, c'est la culture pop actuelle. Donc il faut juste être attentif à ce qui se passe sur les bords. Ça a toujours été le cas.
je sais pas moi, si vous retournez dans les années... voilà. Mais non, mais par exemple, aujourd'hui, Internet, par exemple, a une vision des années 80 qui est basée sur un certain nombre de films, un certain nombre de séries télé, de comic books, etc., qui vraiment définissent les années 80 pour Internet. Sauf que les gens qui ont vécu les années 80 savent que ces choses-là n'étaient pas ce qui définissait cette décennie. C'était des choses qui étaient sur les côtés, qui étaient au bord. Quand on te balance Jackie Chan ou Ferris Bueller, t'as envie de dire, mais non mec, sur Ferris Bueller, il y avait 2 personnes dans mon lycée qui savaient ce que c'était dans les années 80. Et on était 1,5 à voir des films de Jackie Chan. Donc tout ça, c'était déjà des choses qui étaient à la périphérie. Les années 80, en France, c'est Pinot simple flic. Il suffit de regarder le box-office de l'époque pour voir à quoi ressemblaient vraiment les années 80. Donc les gens vont te dire Highlander, un film emblématique des années 80. Highlander, il sort la même semaine que Out of Africa. Et là, je dis aux jeunes, regardez les 2 films en même temps, dans la même soirée. Et dites-vous, ils sont sortis la même semaine. Eh bien, croyez-le ou non, c'était Out of Africa qui était le film respecté, connu, que tout le monde voyait et qui définissait les années 80. Highlander, c'était un truc un peu pour les jeunes bizarres, quoi, qui aiment bien les flashs lumineux dans tous les coins. Donc voilà, je pense que ça s'est toujours passé comme ça. Et aujourd'hui, oui, il y a plein de choses. Quand on prend la peine de regarder à la lisière, on voit que, je sais pas, moi... Hier soir, j'ai rattrapé mes épisodes en retard de Rick and Morty. Pour moi, c'est pas la mort de la culture pop, hein, ce genre de programme. Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Répondez vite! Effectivement, je pense faire partie de ce groupe de journalistes qui a toujours existé à Paris, qu'on appelle les dragueurs de fond, en fait, qui sont des gens qui aiment bien aller chercher un petit peu, pour le coup, à la lisière. Quand j'ai intégré Mad Movies, c'était un magazine qui, depuis les débuts, était très, très attaché au nom de Peter Jackson, puisque ça a été la toute première interview jamais faite que Jackson ait donnée à Cannes à l'époque de Bad Test, c'était pour Mad Movies. Donc Jackson a toujours eu lui-même un rapport sentimental avec le magazine pour cette raison-là, et notamment avec Mark Toulek, qui à l'époque était celui qui l'avait interviewé. Et quand je suis arrivé à Mad Movies, donc du coup, c'était le seul magazine où Peter Jackson était déjà un nom, un household name, quelqu'un de connu. Et quand on a eu vent du projet du Seigneur des Anneaux en 98, moi j'étais complètement fou parce que c'était, pour moi en tout cas, un fantasme d'enfance. Et surtout, j'avais la conviction que Jackson était en mesure de le faire, pour des tas de raisons. Avoir étudié sa carrière, etc., je me disais, s'il y a bien quelqu'un sur Terre capable de rendre justice à ce projet absolument infaisable, comme on le disait à l'époque, c'est bien lui. Mais comme il était peu connu et qu'il tournait en Nouvelle-Zélande avec un casting qui à l'époque était composé de gens peu connus, ça faisait pas du tout la une des magazines, loin de là. Et donc, j'ai convaincu mon rédacteur en chef de l'époque de me laisser une page ou 2 à chaque numéro pour témoigner de l'avancée du projet. Donc pendant 3 ans, 2 ans et demi, chaque mois, il y avait dans Impact et dans Mad Movies un article qui revenait sur ce qui se passait, les quelques news qu'on avait réussi à grappiller. C'était à l'époque, cette époque où Internet n'était pas encore dans tous les foyers, c'était pratiquement la seule source d'information francophone qu'on pouvait avoir sur le film, c'était dans Mad Movies. Du coup, quand le film est finalement parvenu sur les écrans et que ça a été évidemment ce qu'on sait, il y a eu immédiatement une espèce de corrélation entre le magazine, mon nom et le projet. Donc du coup, pendant quelques années, j'étais un peu Monsieur Seigneur des Anneaux en France, j'en étais très flatté. Hein, et donc du coup, j'ai eu l'insigne honneur d'accueillir Peter Jackson à Paris quand il est venu faire sa conférence publique, la seule à ma connaissance durant cette époque. On m'avait demandé d'assurer la masterclass, donc ça c'est personnellement un très beau souvenir. Voilà. Le jour ne se lèvera plus pour les hommes. Pour comprendre ce que ce projet risquait d'être, à l'époque, en 98, il fallait être au fait de beaucoup de choses. En fait, il fallait savoir comment un film était tourné. Il fallait aussi savoir où en étaient les effets spéciaux à l'époque et ce qui permettait de faire. Tous ces éléments-là, il faut le dire, beaucoup de journalistes ne les ont pas. Et donc, du coup, comme eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était un livre qu'ils n'ont probablement pas lu, va être adapté par un réalisateur qu'ils ne connaissent pas, dans un pays qui n'a aucune production cinématographique.
C'est le non-événement total. Et le budget de l'époque n'était pas suffisamment énorme pour justifier l'intérêt. Il n'y avait pas une star, hein, il n'y avait pas un Sean Connery ou quelqu'un comme ça pour dire c'est là que ça se passe, quoi. Et tant mieux, parce que ça a permis à l'équipe de vraiment plonger dans le projet sans interférence aucune, quoi. Et donc, voilà, moi ce qui m'avait fait percuter, en fait, c'est que depuis le début de sa carrière, je voyais que Jackson, systématiquement, faisait 4 ou 5 fois plus que ce que le budget de son film lui permettait. Quand on lui donnait 5 millions de dollars, il faisait un film qui donnait l'impression d'avoir coûté 30. Et quand il a fait Frighteners pour 30 millions de dollars, on avait l'impression qu'il en coûtait 90. Donc quand j'ai appris qu'ils allaient lui donner 100 millions par épisode, à l'époque c'était ça qui était promis, je me suis dit, mais il va nous faire un film à 4 milliards, quoi, c'est pas possible. Il en a les moyens logistiques, et il l'a prouvé. Il est évident que, avec mes anciens copains de Mad Movies qui forment aujourd'hui la bande de Capture Mag, ça fait plusieurs années qu'on tire des signaux d'alarme pour dire que quelque chose de très problématique s'est passé à Hollywood, et en l'occurrence que les big blockbuster makers des années 80-90 ne sont plus en odeur de sainteté. On a essayé de faire beaucoup d'articles pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ça se passait comme ça, mais on s'est souvent heurté à l'incompréhension. Les gens n'arrivaient pas à nous croire quand on leur disait que des Peter Jackson, des James Cameron, des Steven Spielberg avaient beaucoup de mal, en fait. C'était une vraie guerre qui menait contre les majors. Depuis le tournant des années 2000, en fait, les majors étaient dans une politique de reprise de contrôle sur leur licence et leur franchise qui leur avait complètement échappé. Mais pour comprendre un peu tous ces enjeux-là, il faut lire la presse un peu chiante, les chroniques production de Variety ou du Hollywood Reporter. C'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe, quoi. Et quand les Wachowski faisaient Matrix, par exemple, oui, d'accord, c'est des cartons, mais ils en sont les seuls et uniques bénéficiaires. C'est eux qui décident de ce que leur création va être. La Warner n'a aucun pouvoir ou presque sur ces créations-là. Et il en va de même avec un James Cameron quand il fait Avatar. Si vous n'êtes pas bombardé de merchandising, de produits Avatar, de dessins animés à la télé de Avatar, tournés à toutes les sauces, c'est parce que tout doit passer par James Cameron. Et ça, les majors ne veulent pas de ce genre de choses. Donc, ce que les majors veulent, c'est le concept Marvel, c'est-à-dire avoir l'intégralité des droits multimédia de la franchise, de pouvoir la faire passer d'un canal à l'autre, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit n'importe quoi. Et maîtriser l'univers et la façon avec laquelle il va être géré. Et c'est plus les auteurs, c'est plus les réalisateurs qui maîtrisent. Donc tous les Spielberg, Jackson, etc., sont en porte-à-faux avec cette politique. Eux, ce sont des créateurs de l'univers et ils en sont les ayants droit, les détenteurs. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worshipped it like a god. À l'époque où ils étaient tous réunis en Nouvelle-Zélande, qui a été une époque absolument magique, où au même moment il y avait donc James Cameron qui terminait Avatar, Spielberg qui était sur la pré-prod du Secret de la licorne, Guillermo del Toro qui devait à l'époque réaliser Le Hobbit, et bien sûr Peter Jackson qui chapeautait un peu tout ça. Ils avaient la visite régulière de Robert Zemeckis et de David Fincher. Je ne sais pas si vous imaginez... Oui, j'ai dit Zemeckis, bien sûr. Donc on peut imaginer les discussions autour de la machine à café, ça devait à mon avis être de très très haute volée, si tu veux. On a rarement vu autant de blockbuster makers réunis sous un même toit. Et à l'époque, del Toro avait dit un truc qui était charmant, mais qui en réalité était une déclaration de guerre. Il a dit « c'est Hollywood tel que les dieux l'ont rêvé ». Parce qu'il n'y a pas d'avocats, parce qu'il n'y a pas de marketing, parce qu'il n'y a que des créateurs en train d'échanger, de parler, d'imaginer des choses. Et ça, ce genre de signal, ça a été tout de suite compris à Hollywood. Il était hors de question que ça se produise. Donc Cameron avait terminé Avatar, et c'est des potes avec Del Toro depuis les années 90, et
et il voit les dessins de pré-production que Del Toro avait des Montagnes hallucinées, qui est cette adaptation de Lovecraft dont il rêve depuis des décennies. Et Cameron voit les dessins de pré-prod et il devient fou. Il trouve ça absolument génial. Il dit mais c'est merveilleux, il faut absolument que ce film existe. Et Del Toro de lui expliquer tous les problèmes qu'il a eu avec les majors pour monter un projet comme ça. Donc Cameron lui dit écoute, moi dès que j'ai fini mon film, on se lance dessus ensemble et on le fait en 3D avec la caméra que j'ai développée et on va trouver quelqu'un pour porter le projet, un comédien d'envergure. Et donc Avatar sort, c'est le succès surprise total, absolu, qui défonce tout sur son passage. Tom Cruise est approché et donne son intérêt pour le projet de Guillermo del Toro et ils vont à Universal. Donc il faut imaginer, alors qu'Avatar déchire tout, James Cameron se pointe à Universal, leur dit on va adapter Les Montagnes hallucinées de Lovecraft, j'ai Tom Cruise en vedette principale, et c'est Guillermo del Toro qui réalise, et c'est moi qui produis en 3D. Et le studio de répondre, non, c'est trop risqué. Donc il faut bien comprendre que c'est évidemment pas risqué. C'est une pure question de contrôle. James Cameron est un contrôle fric. Tom Cruise est un contrôle fric, Guillermo del Toro est un contrôle fric. Donc tout ce que Universal a vu, c'est qu'ils allaient avoir un film sur lequel ils n'auraient absolument pas le moindre début de contrôle. Et ça, il en est hors de question dans la politique actuelle. Donc même si c'était un film qui était promis, je pense, à un énorme succès, le simple fait qu'Universal refuse, alors qu'à côté de ça, ils vont prendre des risques justement sur des momies à la con que personne ne va voir, c'est bien qu'on n'est pas dans une logique simplement capitaliste, en fait. Hein. On est vraiment dans une logique de contrôle. Et ça, c'est en train de... Enfin, ça fait une dizaine d'années, voire plus, que ça pourrit le système hollywoodien. I just want to thank two very special people that when I was 8 years old, I made films at home on a Super 8 camera that my mum and dad had bought for me. And they supported me all through the years, and they died in the last few years. They didn't see these films made. So for Bill and Joan, thank you. Entre ceux qui raccrochent les wagons un peu tardivement et qui finissent par mettre au pinacle des choses qui ont longtemps été jetées, balancées de côté, effectivement, Hollywood a eu toute une histoire de traitement méprisant du comic book, hein, il faut revenir dans les années 90, et a fini par voir tout l'intérêt qu'elle avait là-dedans. Il en va de même pour les artistes. Que Guillermo del Toro reçoive un Lion d'Or, pour moi, c'est un peu plus logique. Il aurait dû déjà avoir une Palme d'Or pour le Labyrinthe de Pan. Il y a toute une population, on va dire, du côté institutionnel, qui a remarqué depuis le début, parce que ça crève les yeux, que c'est un artiste complet. C'est-à-dire que c'est pas... S'il faisait que du Blade 2 et que du Pacific Rim, je comprendrais qu'on le regarde en se pinçant le nez, etc. Mais il ne fait pas que ça. Del Toro, il sait tout faire. Il est capable d'invoquer Buñuel et de faire des combats de robots. Donc ce côté artiste complet fait que, bon, ils sont à l'aise avec ça. Et j'étais à Cannes quand Labyrinthe de Pan a été présenté, il y a eu une standing ovation. En ce qui concerne les Oscars de Peter Jackson, je veux dire, quand tu as eu l'intelligence de prendre pour ton film des comédiens qui sont formés dans les plus prestigieuses écoles théâtrales anglaises, de leur faire réciter un texte qui est un texte érudit, le texte de Tolkien, il est très érudit. Je veux dire, même le dernier des crétins des Oscars a fini par se dire, mais c'est du Shakespeare, en fait, ce truc. Et non seulement c'est du Shakespeare, mais avec le visuel de Ben-Hur. Donc, au bout d'un moment, au bout de 3 films, ils se sont dit, en fait, le mec, il est en train de nous donner une leçon sur ce qu'est le cinéma hollywoodien. Et les Oscars pour le Seigneur des Anneaux, c'était une façon de récompenser le fait que Jackson était un des derniers à faire vivre cette ancienne vision de ce qu'est le spectacle hollywoodien. Sauf que il avait amené des choses nouvelles qu'Hollywood ne traitait pas, qui étaient les dragons et les elfes. Mais concrètement, il faisait la même chose que James Cameron quand il faisait Titanic. Et Titanic était couvert d'Oscars aussi. Donc voilà, ces gars-là, comment dire, ils arrivent de la marge, mais ils donnent des leçons en fait à l'institution en lui disant, en lui ramenant son propre héritage. C'est un grand paradoxe, tu vois. On voit les réalisateurs geeks, justement, comme des Peter Jackson, des Del Toro, comme des mecs un peu, comment dire, pointe de la technologie, toujours à regarder vers l'avenir et tout ça, mais alors qu'en réalité, ce sont ceux qui portent le plus les marques du passé et qui rappellent systématiquement aux gens leur propre histoire. Et ils expliquent l'importance de cette culture et l'importance de ne pas perdre ce legs culturel.
Je veux dire, c'est pas une révélation de dire aux gens que Avatar est bourré de John Ford jusqu'à la moelle, quoi. C'est le grand cinéma hollywoodien des années 50 qui est mis en scène à travers ces néo-indiens. Donc vraiment, il y a, comme le dit Christophe Gans dans un épisode de Beats d'ailleurs, un mec comme James Cameron, il a un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. C'est le présent qui l'intéresse pas, en fait.